Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception. La phénoménologie est l'étude des essences en les remplaçant dans l'existence. Ambition d'une philosophie qui soit science exacte, un compte rendu du vécu. C'est l'essai d'une description directe de notre expérience telle qu'elle est. Il s'agit de décrire et non pas d'expliquer ni d'analyser. Tout ce que je sais du monde, je le sais à partir d'une vue mienne. Revenir aux choses mêmes, c'est revenir à ce monde avant la connaissance à l'égard duquel toute détermination scientifique est abstraite. Je ne saurais saisir aucune chose comme existante si d'abord je ne m'éprouvais existant dans l'acte de la saisir. Sans doute, l'acte de liaison n'est rien sans le spectacle du monde qu'il lie. L'analyse réflexive, à partir de notre expérience du monde, remonte au sujet comme à une condition de possibilité distincte d'elle et fait voir la synthèse universelle comme ce sans quoi il n'y aurait pas de monde. Le monde est là avant toute analyse que je puisse en faire. Le réel est à décrire, et non pas à construire ou à constituer. Le réel est un tissu solide, il n'attend pas nos jugements pour s'annexer les phénomènes ni pour rejeter nos imaginations. L'homme est au monde et c'est dans le monde qu'il se connaît. Pendant longtemps, la réduction est présentée comme le retour à une conscience transcendantale devant laquelle le monde se déploie dans une transparence absolue. Le cogito dévalorisait la perception d'autrui m'enseignant que le jeu n'est accessible qu'à lui-même, car il me définissait par la pensée que j'ai de moi-même. Le cogito doit me découvrir en situation, et c'est à cette condition que la subjectivité transcendantale pourra être une intersubjectivité, Husserl. Le plus grand enseignement de la réduction est l'impossibilité d'une réduction complète. Le philosophe est un commençant perpétuel. Notre existence est trop étroitement prise dans le monde pour se connaître comme telle. Husserl sépare les essences de l'existence. Les essences séparées sont celles du langage. Chercher l'essence du monde, ce n'est pas chercher ce qui est en l'idée, c'est chercher ce qu'il en fait pour nous avant toute thématisation. Chercher l'essence de la perception, c'est déclarer que la perception est non pas présumée vraie, mais définie pour nous comme accès à la vérité. Le monde est non pas ce que je pense, mais ce que je vis. Il y a le monde, thèse constante de ma vie. Toute conscience est conscience de quelque chose. Il s'agit de retrouver l'idée au sens hegelien, formule d'un unique comportement à l'égard d'autrui, de la nature du temps et de la mort. Une certaine manière de mettre en forme le monde que l'historien doit être capable de reprendre et d'assumer. La rationalité est exactement mesurée aux expériences dans lesquelles elle se révèle. Il y a rationalité quand les perspectives se recoupent, les perceptions se confirment, un sens apparaît. Il n'y a pas d'accident pur dans l'existence ni dans la coexistence, puisque l'une et l'autre s'assimilent, les hasards pour en faire de la raison. Nous sommes au monde et nous sommes condamnés au sens. Le monde phénoménologique, c'est non pas de l'être pur, mais le sens qui transparaît à l'intersection de mes expériences et de celles d'autrui. Le philosophe n'est pas le reflet d'une vérité préalable, mais comme l'art, la réalisation d'une vérité. La vraie philosophie est de réapprendre à voir le monde. La qualité déterminée par laquelle l'empirisme voulait définir la sensation est un objet, non un élément de la conscience, et c'est l'objet tardif d'une conscience scientifique. À ces deux titres, elle masque la subjectivité plutôt qu'elle ne la révèle. Il y a une évidence simplement irrésistible, comme Descartes le disait, qui réunit sous l'invocation d'une vérité absolue les phénomènes séparés de mon présent et de mon passé, de ma durée et de celle d'autrui, mais qui ne doit pas être coupé de ses origines perceptives et détaché de sa facticité. La fonction de la philosophie est de la remplacer dans le champ d'expérience privée, où elle surgit et d'en éclairer la naissance. Le sentir investit la qualité d'une valeur vitale, la saisit d'abord dans sa signification, pour cette masse pesante qui est notre corps. Le sentir est cette communication vitale avec le monde qui nous le rend présent comme lieu familier de notre vie.
La science et la philosophie ont été portées pendant des siècles par la foi originaire de la perception. La perception s'oriente comme vers sa fin, vers une vérité en soi où se trouve la raison de toutes les apparences. Voir est toujours voir de quelque part. Il nous faut comprendre comment la vision peut se faire de quelque part sans être enfermé dans sa perspective. Regarder un objet, c'est venir l'habiter et de là saisir toute chose selon la face qu'elle tourne vers lui. Mon regard humain ne pose jamais de l'objet qu'une face, même si par le moyen des horizons, il vise tous les autres. Je considère mon corps, qui est mon point de vue sur le monde, comme l'un des objets de ce monde. Je ne parle que de mon corps en idée, de l'univers en idée, de l'idée d'espace et de l'idée de temps. Ainsi se forme une pensée objective, au sens de Kierkegaard, celle du sens commun, celle de la science qui finalement nous fait perdre le contact avec l'expérience perceptive, dont elle est cependant le résultat et la suite naturelle. J'ai conscience de mon corps à travers le monde, qu'il est au centre du monde, pivot du monde. Je sais que les objets ont plusieurs faces car je pourrais en faire le tour, et en ce sens j'ai conscience du monde par le moyen de mon corps. Saint-Exupéry, c'est comme si ma vie m'était à chaque seconde donnée, comme si ma vie devenait à chaque seconde plus sensible. Je vis, je suis vivant, je suis encore vivant, je suis toujours vivant, et je ne suis plus qu'une source de vie. Pilote de guerre. Saint-Exupéry. L'union de l'âme et du corps n'est pas scellée par un décret arbitraire entre deux termes extérieurs, l'un objet, l'autre sujet. Elle s'accomplit à chaque instant dans le mouvement de l'existence. La permanence de mon corps n'est pas une permanence dans le monde, mais de mon côté. Dire qu'il est toujours près de moi, toujours là pour moi, c'est dire que je ne peux le déployer devant moi ou mon regard et qu'il demeure en marge de toutes mes perceptions, qu'il est avec moi. Je ne l'observe pas lui-même, il faudrait pour pouvoir le faire disposer d'un second corps. Je peux bien voir mes yeux dans une glace, mais ce sont les yeux de quelqu'un qui observe. Avec mon corps tactile, c'est différent. Une main touche un objet, l'autre non. Jamais les deux mains ne sont en même temps l'une à l'égard de l'autre touchée et touchante. J'ai mal au pied signifie la douleur vient de mon pied a mal, et non pas je pense que mon pied est cause de ce mal. Le contour de mon corps est une frontière que les relations d'espace ordinaires ne franchissent pas. Mon corps tout entier n'est pas pour moi un assemblage d'organes juxtaposés dans l'espace. Une spatialité de position se distingue d'une spatialité de situation. L'espace corporel se distingue de l'espace extérieur. Le membre fantôme, qui est modalité du schéma corporel, se comprend par le mouvement général de l'être au monde. La conscience est l'être à la chose par l'intermédiaire du corps. Un mouvement est appris lorsque le corps l'a compris, quand il a incorporé à son monde. La motricité n'est pas servante de la croissance, de la conscience. Pour que nous puissions mouvoir notre corps vers un objet, il faut d'abord que l'objet existe pour lui. Notre corps habite l'espace et le temps. Le corps est nécessairement ici et existe maintenant. Je suis à l'espace et au temps. La synthèse du temps comme celle de l'espace est toujours à recommencer. Notre corps est comparable à l'œuvre d'art. Il est un nœud de signification. Le corps est la forme cachée de l'être soi. Le corps à chaque moment exprime l'existence. C'est au sens où la parole exprime la pensée. La connaissance d'autrui éclaire la connaissance de soi. Le spectacle extérieur révèle à l'enfant le sens de ses propres pulsions en leur proposant un but. C'est par mon corps que je comprends autrui. Le corps doit en dernière analyse devenir la pensée ou l'intention qui nous signifie. Deux sens du mot exister. On existe comme chose ou on existe comme conscience. Ni ma naissance ni ma mort ne peuvent m'apparaître comme des expériences miennes. Je sais qu'on naît et qu'on meurt, mais je ne puis connaître ma naissance et ma mort. L'espace n'est pas le milieu réel ou logique dans lequel se disposent les choses, mais le moyen par lequel la position des choses devient possible. Tout nous renvoie aux relations organiques du sujet et de l'espace, à cette prise du sujet sur son monde qui est à l'origine de l'espace. La constitution d'un niveau suppose toujours un autre niveau donné, et l'espace se précède toujours lui-même. Il est essentiel à l'espace d'être toujours déjà constitué. L'expérience perceptive nous montre que l'être est synonyme d'être situé. La profondeur naît sous mon regard car il cherche à voir quelque chose. Ce qui est pour nous conscience originaire, ce n'est pas un jeu transcendantal posant librement devant lui une multiplicité en soi et la constituant de fond en comble. C'est un jeu qui ne domine le divers qu'à la faveur du temps et pour qui la liberté même est un destin, de sorte que je n'ai jamais conscience d'être l'auteur absolu du temps et de composer le mouvement que je vis. L'espace est existentiel et l'existence est spatiale, c'est-à-dire par une nécessité intérieure. Elle s'ouvre sur un dehors au point que l'on peut parler d'un espace mental.
et d'un monde des significations et des objets de pensée qui se constituent en elle. Toute sensation est déjà prégnante d'un sens inséré dans une configuration confuse ou claire. L'évidence de la sensation entraînerait celle de la perception et rendrait impossible l'illusion. Dans l'expérience d'une vérité perceptive, je fais confiance au monde. Percevoir, c'est engager, c'est croire à un monde. Mon adhésion au monde me permet de compenser les oscillations du cogito. C'est l'ouverture au monde qui rend possible la vérité perceptive. Alain cite le mot de Montaigne sur les fous qui croient voir ce qu'ils ne voient pas, en effet. Toute hallucination est d'abord hallucination du corps propre. Le schizophrène a surtout des hallucinations auditives et tactiles, car le monde de l'ouïe et du toucher, en raison de sa structure naturelle, peut, mieux qu'un autre, figurer une existence possédée, exposée, nivelée. L'alcoolique a surtout des hallucinations visuelles, car l'activité délirante trouve dans la vue la possibilité d'évoquer une tâche auquel il faut faire face. L'hallucination est une imposture, mais cette fiction ne peut valoir comme réalité, imagination. Husserl admet que toute réflexion doit commencer par revenir à la description du monde vécu, Lebenswelt. Voir du rouge, c'est voir du rouge en acte. L'interprétation que je donne de mes sensations doit bien être motivée. Ce qu'on appelle l'intemporel dans la pensée, c'est l'acquis. C'est seulement par une intuition édéitique que l'essence de l'intuition édéitique peut être éclaircie, dit Husserl. L'intuition de quelques essences particulières précède nécessairement dans notre expérience l'essence de l'intuition. La pensée classique cherche à expliquer les concordances par un monde en soi ou par un esprit absolu. La croyance en un esprit absolu ou à un monde en soi détaché de nous n'est qu'une rationalisation de cette foi primordiale. Le temps est le sens de la vie, comme on dit le sens d'un cours d'eau, dit Claudel dans l'art poétique. La temporalité en langue kantienne est la forme du sens intime. On dit que le temps passe ou s'écoule, on parle du cours du temps. Si le temps est semblable à une rivière, il coule du passé, le glacier, vers le présent et l'avenir. Il n'y a pas d'événement sans quelqu'un à qui il advienne. Le temps suppose en vue sur le temps, suppose une vue sur le temps. Le temps naît de mon rapport avec les choses. Dans les choses mêmes, l'avenir et le passé sont dans une sorte de préexistence et de survivance éternelle. La définition du temps est une succession de maintenant. Il ne peut y avoir de temps si passé, présent et avenir ne sont pas dans le même sens. C'est de l'espace puisque ces moments coexistent devant la pensée. C'est du présent car la conscience est contemporaine de tous les temps. Le temps n'est pas une ligne mais un réseau d'intentionnalité. Le présent nouveau est le passage d'un futur au présent et de l'ancien présent au passé. Le temps est l'unique mouvement qui convient à soi-même, comme un geste enveloppe toutes les contractions musculaires qui sont nécessaires pour le réaliser. Bergson avait tort d'expliquer l'unité du temps par sa continuité, car cela revient à confondre passé, présent et avenir, sans prétexte que l'on va de l'un à l'autre par transition insensible et enfin à nier le temps. Un passé et un avenir jaillissent quand je m'étends vers eux. La synthèse du temps est une synthèse de transition, c'est le mouvement d'une vie qui se déploie. Il n'y a pas d'autre manière de l'effectuer que de vivre cette vie. C'est le temps qui se porte et se relance lui-même. Le temps se recommence. Le sentiment d'éternité est hypocrite, l'éternité se nourrit du temps. Il n'y a de temps pour moi que parce que j'y suis situé. Il n'y a du temps pour moi car j'ai un présent, je n'ai pas choisi de naître. Et une fois que je suis né, le temps fuse à travers moi, quoi que je fasse. Le temps est extase, selon Heidegger. Le temps est le fondement et la mesure de notre spontanéité, la puissance de passer outre et de néantiser qui nous habite, donnée avec la temporalité et avec la vie. J'habite le monde est inséparable du sujet, mais d'un monde qu'il projette lui-même. Le sujet est être au monde et le monde reste subjectif puisque sa texture et ses articulations sont dessinées par le mouvement de transcendance du sujet. Le monde, unité primordiale de toutes nos expériences à l'horizon de notre vie, est terme unique de tous nos projets. Il n'y a pas de monde sans une existence qui emporte la structure. Le monde est déjà constitué, mais aussi jamais complètement constitué. Chant de la liberté de Husserl. Saint-Exupéry, l'homme n'est qu'un nœud de relations. Les relations comptent seules pour l'homme. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception. Merci.